Alors là, les gars, ce soir, vous êtes plus indispensables que jamais parce qu'on a quand même une soirée de Ligue des Champions de feu, avec des buts dans tous les sens, des branlés, des clubs en faillite. Bref, il y a plein de choses à dire ce soir. Je ne sais même pas par quoi commencer. Ce que je vous propose, c'est de commencer par ordre de la soirée. Raconte-nous ce qui s'est passé pour le Barça. Tout à l'heure, Manu, Omar Da Fonseca, Edgar nous disaient que même s'ils ont gagné 6-1, c'était pas non plus forcément extraordinaire. Oui. Oui, déjà, à la place de l'Olympiakos, j'ai très très mal à la tête parce que ce 600, il n'est pas du tout mérité. Ils ont vraiment produit des choses intéressantes et c'est vraiment très très sévère. Le Barça, en première période, n'a pas du tout été très convaincant. Olympiakos, comme je disais, leur a posé des vrais soucis et sincèrement, le score aurait pu être très très différent. Maintenant, il y a eu un fait de jeu avec un carton rouge qui, à mon avis, est très sévère, mais bon, c'est comme ça. Et le Barça, pour le coup, a su vraiment profiter de cette supériorité numérique et derrière a vraiment déroulé. Et surtout, ils ont enchaîné les buts parce qu'il y avait 2-0 à la 50e encore. Hein, et après, ils ont collé 4 buts sur la fin de match et un petit peu à l'image d'Arsenal, ils ont mis 4 buts en à peu près un quart d'heure. Et voilà, le Barça aurait gagné ce match quand même, hein, mais ce score est quand même sévère. La grosse satisfaction, je pense, pour le Barça, c'est ce triplé de Fermín Lopez, parce que on reprochait souvent en fait entre Fermín Lopez à Dani Olmo et Dani Olmo de leur dire voilà, celui qui est titulaire il performe jamais et après celui qui rentre il est toujours performant. Et cette fois-ci, celui qui était titulaire a été performant, a mis ce triplé, a été très bon. Et donc ça, je pense que c'est une vraie bonne nouvelle pour le Barça parce que c'est vrai que ce poste-là de milieu offensif, créateur, on va dire, c'est parfois un souci pour eux. Et donc je pense que s'il faut retenir une performance, c'est évidemment la sienne, mais au-delà de ça, c'est pas un carton extrêmement convaincant comme on a pu en voir beaucoup. Après, il y a peut-être un niveau d'exigence. Tu gagnes 6-1, tu gagnes 6-1. Au bout d'un moment, faut pas non plus. Bien sûr. Est-ce qu'il faut être dans une ultra exigence permanente avec eux? Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont aussi mis des 6-1, des 6-0, des 5-0 à d'innombrables occasions depuis un an, et parfois de manière beaucoup plus convaincante. Là, c'est vrai que ça s'est aussi joué sur des faits de jeu, mais c'est évidemment une bonne soirée pour eux, et ils ramènent voilà, un 6-1 avec plus 5 de différence de but, tu prends, et en plus de ça, tu as des joueurs qui sont mis en confiance, donc c'est une bonne nouvelle, et Lamine Yamal en plus a marqué un but sur penalty, et Rashford a mis un doublé et confirme qu'il est vraiment à un très très bon niveau. Et ce week-end, donc, il y a Real Barça et demain, le Real joue contre la Juve. Reçoit la Juve demain soir. Oui. Voilà. Très grosse semaine pour le Real aussi, qui va devoir montrer qu'ils sont là face au gros club. Exactement. Reste avec nous pour parler de Villarreal dans quelques minutes. Julien, Arsenal a mis une belle baffe à l'Atlético pendant ce temps-là, qui concerne aussi Edgar d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant de la part d'Arsenal, même s'il y a eu 2 occasions pour Julián Alvarez, la première sur une grosse erreur de David Raya, où vraiment je pense que même s'il est un petit peu loin et excentré sur le côté droit, un joueur du niveau d'Alvarez doit au moins cadrer sa frappe dans un but vide. Et le deuxième sur une frappe de loin entre la surface sur la transversale où Raya est peut-être battu, mais sinon à part ça, c'est vrai que ça a été tout Arsenal. Ils auraient pu marquer plus de buts que les 4 qu'ils ont marqués. Par moments, ça a été très très intéressant. Les coups de pied arrêtés sont encore là, bien sûr. Ils marquent 2 fois sur coup de pied arrêté. Declan Rice est devenu, si c'est pas le meilleur tireur de coups de pied arrêtés, coup de pied excentré, je parle, pas même sur les coups de franc direct. On a vu la semaine dernière contre le Real qui était pas mal, mais sur ce genre de coups de pied excentrés comme ça, c'est l'un des meilleurs au monde, ça c'est sûr. Avec sa course d'élan sur la pointe des pieds là. Ouais, c'est vrai, mais le coup franc, le premier sur le but de Gabriel est magnifique. Le deuxième, le corner que Gabriel ensuite remet pour Gyökeres est aussi superbe. C'est bien pour Gyökeres de marquer 2 buts, lui qui n'avait pas marqué depuis 9 matchs maintenant. Alors il fait d'autres choses très bien, mais c'est vrai qu'on l'attend du côté d'Arsenal, buteur aussi. Donc c'était très bien. Donc c'est une soirée quasiment parfaite. Encore un match sans encaisser de but. C'est la meilleure défense d'Europe devant l'AC Milan qui joue pas en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est un très très bon début de campagne. Ouais, et puis ils sont en tête, 9 points, différence plus 8, bref, c'est effectivement parfait. L'Atlético, Edgar, t'en dis quoi? Bizarrement, en Espagne, les gens sont pas si sévères avec eux parce qu'ils étaient quand même assez satisfaits de les voir tenir tête à cette équipe d'Arsenal qui faisait un très bon match. Souvent que tu prends 4-0 quand tu es l'Atlético. Non mais ouais, mais ils ont tenu tête pendant 50 minutes et il y a eu un trou énorme pendant 15 minutes et ils se sont vraiment écroulés. Et j'ai l'impression, je sais qu'Arteta parle souvent des détails et j'ai l'impression que sur tous les petits détails, Arsenal a été
un niveau vraiment un cran au-dessus de l'Atlético. Et à force de travailler, ils ont fait craquer complètement cette équipe de l'Atlético. Et je pense que ça va faire mal aux têtes parce qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Et là, s'en prendre 4 comme ça, avoir des joueurs comme David Anco, pareil, qui aujourd'hui fait un match cata alors qu'il était lui aussi sur une dynamique ascendante avec cette équipe. Voilà, va falloir vite réagir pour l'Atlético parce que c'est sûr que quand tu es l'Atlético, tu t'en prends 4 comme ça face à Arsenal, ça fait mal. Exactement. Oui, et puis on voyait la tête de Simeone sur le banc. Bon, on va voir comment il va réagir, mais il n'était pas heureux du tout. Polo, Dortmund. Dortmund qui gagne tranquillement ou pas 4-2 à Copenhague. Il fallait que Dortmund l'emporte pour tenter d'être dans le top 8. Ils l'ont fait. La première mi-temps était très très moyenne par manque d'intensité, notamment du club allemand. Niko Kovac l'a souligné. Ça allait beaucoup mieux en seconde période. Je rappelle que Copenhague avait fait match nul, 1-2-2, aurait même dû l'emporter contre les Leverkusen. Il y a eu un très très beau but de Nmecha à la 20e minute. Malheureusement, ils n'ont pas su garder le score, donc on finit 1-1 à la mi-temps et ils sont montés en gamme en seconde période, ce qui fait que finalement la victoire est logique. Mais je voudrais souligner quand même que j'aimerais bien que les arbitres et les instances penchent sur un truc, c'est les corners et notamment les joueurs qui défendent sur les attaquants, parce qu'en fait on peut siffler penalty systématiquement. Tous les mecs sont accrochés dans tous les sens. Là il y a eu un penalty qui a été sifflé à l'heure de jeu pour le Borussia Dortmund et donc contre Copenhague, parce que le gars tirait le maillot. Donc la faute est tellement grossière que tu siffles penalty. Mais en fait quand tu vois d'un côté comme de l'autre tout ce qui se passe dans la surface, en fait tu pourrais siffler systématiquement. Donc je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus sévir à ce niveau-là, parce que ça devient franchement n'importe quoi. Donc j'ai l'impression que Dortmund n'est pas malheureux dans cette rencontre au niveau de l'arbitrage. Il y a eu des moments, c'était un peu compliqué. En tout cas, la victoire permet à Dortmund de rêver de finir dans le top 8. Bon, faut qu'on règle le micro de Daniel pour qu'on puisse l'entendre. Il n'y a absolument rien de nouveau. Voilà, ça y est, c'est bon. Il n'y a rien de nouveau sur ça, sur les surfaces et tout. Ça a toujours été comme ça, les mecs qui se tirent les maillots. Je me souviens même qu'en France, à une époque, on avait tenté, comme on le fait parfois l'été, d'insister sur une règle et de regarder d'un peu plus près. C'était devenu grotesque parce qu'on en sifflait un petit peu plus, mais on s'est aperçu que dans certains cas, oui, dans certains matchs qui étaient moins vus, on les sifflait moins. Enfin bon, la foire d'empoigne dans la surface, quoi de neuf, quoi, Polo. Ouais, mais là, il siffle parce que juste le défenseur de Copenhague prend le maillot de Guirassy, quoi. Oui, et donc Guirassy, tu dis, si tu siffles là, tu dois siffler tout le temps. Si tu siffles là, tu dois siffler partout. Je suis d'accord avec toi, oui. Et des fois, ils le font quand c'est vraiment ultra grossier, quoi. Mais c'est ultra grossier, mais de l'autre côté c'était grossier aussi. Ils le font, ils le sifflent pas. C'est juste, moi je te prends le maillot, je te prends ta veste et donc on le voit. Mais je trouve ça un peu limite, quoi. Parce que là ça tourne, la pièce elle tombe du côté du Borussia Dortmund, ça aurait très bien pu tomber du côté de Copenhague. Ouais. Rien à rajouter, Polo? Bah non. Très bien. Bah, écoute, on va te dire bonne soirée alors et repose-toi bien pour demain soir. Ah ouais, demain soir t'as une victoire facile. Ouais, et puis une défaite facile aussi. Ah. C'est laquelle la défaite facile, Polo? Francfort-Liverpool? Ah oui. Ouais. Ah, mais c'est demain que. Bonne soirée. C'est demain. Comme on a reçu le SMS du PSG ce soir, c'est demain qu'on doit recevoir le WhatsApp du Bayern. Nous aussi, on veut gagner. Ouais, c'est ça. Ah oui. On verra. Bonne soirée, Polo. À très vite. Allez, Polo. Daniele, tu veux démarrer par l'Inter qui gagne largement ou par Naples qui est en faillite totale? Je ne sais pas s'il y a des équipes italiennes qui peuvent envoyer le SMS. Hein. L'Inter, ils peuvent prendre le téléphone dans la main. Mais ils sont en haut du classement. Hein. Ils ont oui, 9 points, mais ils peuvent prendre le téléphone. Maintenant, de là envoyer le message. Mais les autres équipes, elles sont vraiment en retard. Démarrons par l'Inter alors, qui a gagné 4-0 à la Saint-Gilloise. Oui, ils n'ont pas pris de but dans les premières 4 matchs en Champions League. C'était ce qu'on leur demandait, mais moi je ne suis pas convaincu par l'Inter. Elle a quand même souffert l'Union Saint-Gilloise à la première mi-temps. Sur le 0-0, l'Union Saint-Gilloise, ils ont eu 3 occasions nettes. Après, l'Inter, c'est une équipe forte, bien sûr. L'année dernière, elle était en finale. Elle a des joueurs que, en gros, moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre cette Inter-là de Kivu et celle de Simone Inzaghi. En Italie, on dit que c'est un Inter plus vertical, qui a monté le niveau de la défense.
Moi, je ne trouve pas du tout ça. Moi, je trouve que c'est une équipe qui joue tout seul parce qu'elle a des joueurs forts comme Lautaro Martinez qui a sauvé un but sur la ligne de porte. Après, il a raté 2 occasions. Après, il a mis un but. Il a 2 nouveaux joueurs en plus, Boni et Pio Esposito. Et là, ça se voit la différence. Ils ont fait un très joli but sur les 4e. Boni, d'ailleurs, vous le connaissez, c'est un jeune français. Et il est en train de très bien faire. Mais au-delà de ça, c'est la même équipe. Et franchement, quand l'Union Saint-Gilloise a poussé un peu le rythme et l'athlétisme, la vitesse, l'Inter, elle a souffert. Surtout parce qu'elle n'avait pas la défense titulaire. Et là, on a vu une équipe comme Naples contre une équipe qui a joué la deuxième mi-temps à toute vitesse, à toute rapidité. Elle s'est complètement écrasée. Moi, je pense que ce n'est pas une défaite juste de Naples, mais aussi du foot italien. Je ne pense pas que l'Inter, elle va sauver grand-chose à la gueule du football italien ce soir. Ce soir, c'est la honte. C'est une défaite historique. Alors attends, on va y revenir dans quelques instants. Juste, Ange Boni, c'est quand même un mec qui a un parcours assez étonnant. Parce qu'il a un petit club en France. Il est passé par le Tour de Florent Gautreau, par Châteauroux. Et après, il part à Parme. Oui. Et là, pam, le gars explose. Il a 21 ans et il se retrouve à l'Inter, un peu dans la discrétion totale. Parce que c'est un joueur, franchement, en France, tu donnes aux fans de foot, Ange Boni, propulsé par Yvan Lemay, paraît-il, selon certaines sources bien informées. Donc bravo Yvan. Il a joué avec les équipes d'espoir français. Je crois qu'il a joué quelques matchs aussi en Under 21. Mais oui, il a fait le choix d'aller à Parme quand Parme était en 2e division. Enfin, en même temps, il fait le choix. Quand tu es à Châteauroux qu'on te propose Parme. Oui, oui. Mais ne serait-ce que pour la ville. Ne serait-ce rien que pour la ville, manger et tout, t'hésites pas, tu vas à Parme. Bah ouais, non, il a bien fait, mais il avait 18 ans. Il n'était pas sûr de jouer, il n'a pas joué les premières années. Après, il est devenu soi-disant titulaire l'année qu'ils sont montés en première division. Et en première division, l'année dernière, il ne jouait pas tout le temps. Il a joué la 2e partie de la saison. Là où Kivu, il s'est installé sur les bancs. Et il était très bon, pas très continu, pas très, comment dire, pas pareil dans tous les matchs. Mais assez parce que Kivu le demande quand après il est venu sur les bancs de l'Inter. Ils l'ont payé quand même cher. Ils l'ont payé, je crois, 23-25 millions. Donc ils ont fait un pari. Attends, ils ont payé quoi? Ils l'ont payé 23 millions. Un truc, oui. Oui, je pense 23 millions, mais je pense 26 avec les bonus. Mais en fait, c'est un joueur intéressant. Il a un peu le même profil que Marcus Thuram. C'est-à-dire, il est grand. C'est un grand dada, je pense que vous disiez. Un grand dadé. Un grand dada. Voilà. Un grand dada, c'est un grand cheval. Non, c'est un grand dadé. Mais il est assez costaud, mais il est assez technique aussi. Il a un beau jeu de pied. Et il peut dribbler, il peut jouer dans les espaces étroits. Et il est dans la finition, pas tellement, c'est-à-dire il faut il doit encore avoir une saison où il marque plus de 10 buts, mais il fait aussi des passes décisives, il a une bonne vision de jeu, il met une très belle passe ce soir pour Pio Esposito. Donc, non, c'est un joueur intéressant. Moi, je pense que s'il continue comme ça, surtout Marcus Thuram, il a des problèmes physiques. Donc, il faudra le remplacer. C'est vrai qu'il a un peu le même profil. Il est grand et tout. Bon, bref, il se ressemble. On va quand même apporter une petite précision, Gilbert, si tu permets, quand même. Laquelle? Pour le grand Dadé. Ah oui, le grand Dadé. Eh oui, parce que le grand Dadé, quand même, je ne connais pas Boni. 1m89. Oui, alors grand, ok. Sauf que Dadé, c'est quand même un nigo. Donc je ne sais pas si Boni est un nigo. C'est une expression. Ah non, l'expression elle est précise. Ça dit que c'est un nigo. Et ça veut dire quoi? C'est un peu un idiot, quoi. Grand Dadé. Ah non, pas du tout. Non, c'est pour ça que je voulais préciser. C'est que Grand Dadé, c'est un grand nigo, donc un peu simplet, et surtout un mec un peu gauche. Alors que non, pas du tout. Non, désolé. Non. Moi, je voulais juste dire qu'il est très grand dans les terrains. J'avais compris. Toujours très. Il donne l'impression d'être un joueur pas très technique, pas très coordonné, lorsque ça peut surprendre quand il a la balle au pied. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Bon, on a compris. Naples qui prend. C'est une débandade incroyable. Je pense que celle-là va faire vraiment parler. Qu'une équipe de Conte prenne une raclée pareille, je pense que ça fait très mal. Oui, ça t'est jamais arrivé dans l'histoire des Conte des prendre 6 buts. Oui. Il était assez tranquille à la fin du match. Dans l'interview, il y avait Fabio Capello. Bon, je pense que vous vous souvenez de l'entraîneur de Milan et tout ça. Il a un peu critiqué. Il a dit: je t'ai vu trop tranquille sur les bancs. T'étais pas
heureux ni énervé. Et Conte, il a dit bon, la prochaine fois, j'amène une fouette et une chaise comme en demeure de tigresse. C'était pour dire un peu que voilà, il avait pas grand-chose à faire, mais en même temps, il n'avait pas les mots pour expliquer ça, Conte. Il a dit. En face, c'était pas Liverpool ou Paris ou c'est non, le justement. PSV Eindhoven en face. Hein. De Peter Bosz. Oui, justement. Ouais, non, mais oui, Peter Bosz, que ils sont fait tourner. Pour Dortmund, Leverkusen, vous connaissez pour Lyon, mais oui, c'était une grosse raclée qu'ils ont pris. Et Conte, la seule chose qu'il a trouvé à dire à la fin de match, c'était qu'il y a 9 nouveaux joueurs arrivés à Naples et ça peut déstabiliser. Vous savez, c'est trop, 9 joueurs. Il y a des entraîneurs qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de joueurs qui lui ont acheté l'été et quand il s'est plaint qu'il a trop de joueurs à insérer dans son équipe. Mais bon, moi, franchement, je pense que c'est pas. On peut faire un lien entre ces matchs-là et la journée de Serie A qui vient de se passer où on a inscrit le plus faible nombre de buts depuis l'instauration des 3 points, c'est-à-dire depuis 20 ans. On a marqué 11 buts en 10 matchs. Tu veux dire qu'il y a une sorte de recul de la qualité du foot italien ? Je pense qu'il y a une médiocrité. Je pense qu'il y a une médiocrité dans la proposition de jeu. On parle souvent des joueurs qui jouent. On dit il n'y a pas les stars et tout ça, mais il y a une médiocrité dans la proposition des jeux du championnat, de la proposition des entraîneurs qu'on paye en Europe. C'est un football italien statique, très tactique, mais qui s'est fait mettre en morceaux quand il rencontre une équipe audace et dynamique, comme ce soir les PSV. Mais je veux dire, aussi l'Inter contre le Paris Saint-Germain en finale. Ils n'ont pas perdu 1-0, ils ont perdu comme ils ont perdu, parce qu'ils pensaient de pouvoir jouer un match sous le contrôle. Naples, en Italie, contrôle tous les matchs, parce qu'il est 10 fois plus fort que la plupart des autres équipes. Il a la balle, il met 1000 centres par match, parce que la seule manière dans laquelle il attaque Naples, c'est de mettre des centres. Et il arrive à gagner des matchs. En Europe, ça ne suffit pas. Il vient te chercher haut. Ils ont perdu des ballons ce soir sur la construction défensive. Ça fait 5 ans, 10 ans en Italie. Moi, je ne comprends pas ça, Daniele, parce qu'ils ne regardent pas ce qui se fait ailleurs en Europe. On ne regarde pas ce qui se passe, oui, le mouvement, l'intensité et tout. Oui, je sais qu'ils s'en moquent, mais ce n'est pas normal, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que là, au niveau européen, ils ont l'Inter qui a fait finale. Donc, ils sont restés dans l'idée que, bon, peut-être ils sont passés au travers, mais que comme il y avait eu ce match absolument rocambolesque contre le Barça, c'était un peu la preuve qu'une équipe forte en Italie pouvait faire contre un cadre européen quelque chose. Bon, il se trouve que l'Inter avait également fait finale où, dans l'esprit des Italiens, ils n'étaient pas passés loin contre City. Je ne sais pas si c'est autour de ça qu'ils continuent à penser qu'ils sont forts, mais moi, je pense que ça ne va pas du tout dans le foot italien. Ça fait des années que je le pense. Je trouve que même les réflexions sont assez faiblardes. Moi, quand je lis les journaux là-bas, je ne sais pas, moi, dans la semaine, tu as 3 ou 4 jours, ça parle des transferts. On te dit l'année prochaine, la Juve est mise sur tel attaquant. Milan est déjà en train de penser parlez-nous ça vient de commencer. Parlez de cette année, parlez-nous du jeu, parlez-nous de ce qui se passe. Alors, il faut aller chercher fameuse page d'Arrigo Sacchi, la classique. Bon, ça va, Sacchi, je l'adore, mais enfin bon, bientôt il aura 100 ans, c'est encore lui qui va donner des leçons de football en Italie. Non, moi je pense qu'il y a une réflexion qui est assez pauvre en ce moment en Italie. Et une passion très basse. Et une passion en recul aussi. Je suis totalement d'accord. Je pense que même l'Inter l'année dernière, ils n'ont pas dit avec les matchs avec Bayern et Barça, ça montre que si on joue à haute intensité, peut-être les joueurs ils sont au niveau, parce que moi je pense que c'est ça qui a montré. L'Inter elle a dû lâcher les freins pour gagner ces matchs-là. Elle a dû tout risquer. Elle a tout risqué, elle était chancée parce que ça marche comme ça. Des fois tu es chanceux, des fois tu n'es pas chanceux, mais ils ont gagné en tout risquant. Par contre, après, en finale, ça n'a pas marché. Mais ce qu'ils ont dit en Italie, c'est que voilà, l'Inter, elle a payé le manque de solidité. Ce soir aussi, ils ont dit à Naples, c'est plus solide comme l'année dernière. Mais l'année dernière, ils ne jouaient pas en Champions League. L'année dernière, il n'y avait pas des équipes qui allaient le chercher, quand les gardiens passaient la balle au central défensif. En Italie, quand Modric de Milan, il baisse sa position. Il vient à côté des centraux défensifs, personne ne le suit,
Parce qu'on ne fait pas la pression jusque-là. Et c'est pour ça que Modric en Italie est chaque semaine félicité. Moi Oui. j'adore oui. Modric, mais Modric est titulaire à Milan. Et chaque semaine, il fait des bons matchs parce qu'il est dans un fauteuil. C'est hallucinant. Oui, Moi, je tout à trouve fait. que ça en dit long sur le niveau du football italien parce que Modric, dans un Milan qui, si je ne me trompe pas, dorénavant, ils sont même leaders, hein, je crois. Hein. Oui, ils sont leaders ils parce sont qu'avec ce qui premiers s'est passé ce classement, week-end, oui. Leader et Modric, chaque semaine, il prend les félicitations dans le journal. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour le moment, c'est les meilleurs joueurs du championnat. C'est fou. Parce C'est pour que ça les que, contrôles c'est pour des ça joueurs que est global. Rabiot, il régale en Italie. Daniele, Il a merci joué à beaucoup. 2 à l'heure, il est tranquille, il est dans un fauteuil. Daniele, on verra si demain soir l'Italie se rebelle. Merci à vous. Je y a le Real vois mal Juve, c'est à pas sûr. Juventus à Madrid. On verra. Ouais, Tudor, il a commencé à se plaindre déjà. Ah, alors. Bon, on verra ça demain. Salut Daniele. Julien, Bonsoir. City gagne à Villarreal. Que faut-il retenir de ce match 2-0? Plutôt tranquille, Gilbert, plutôt tranquille, surtout en première période où ils ont vraiment dominé, ils ont joué à 50% de leur capacité. On a encore vu un but pour Erling Haaland, ils sont 24e déjà de la saison pour entre les C'est incroyable ça, c'est plus ou moins que Kane ou c'est pareil? 24 buts. Ouais, c'est pareil, je crois qu'il a plus que Kane, je crois. C'est fou quand même. Ouais, c'est pareil, mais il avait marqué à ce moment-là, donc, avec le premier but du match, il avait marqué les 8 derniers buts de Manchester City, toutes compétitions confondues, ce qui, en soi, cette dépendance-là, est pas forcément une très bonne nouvelle. Après, Bernardo Silva a marqué le deuxième juste avant la pause. Mais ça fait quand même Haaland qui marque 8 des 9 derniers buts de son équipe. Guardiola avait demandé avant le match, il a dit j'ai besoin que quand même il y ait d'autres joueurs qui marquent. C'est pas possible, on peut pas non plus toujours attendre que ce soit Erling Haaland qui marque des buts. La seconde période a été un peu plus équilibrée, j'ai trouvé. Villarreal a eu une ou deux occasions. Pape Gueye a une belle frappe à un moment du gauche. Il y a une tête de Pépé, je crois aussi, mais sans vraiment pouvoir inquiéter City et Donnarumma dans les buts. Guardiola était très content d'avoir pu en plus faire un petit peu tourner. Il a fait entrer Cherki, Reinders. Il a laissé Foden sur le banc, Ait Nouri sur le banc. Donc Cherki n'a pas grand-chose à en dire. C'est vrai que c'était. Non, mais là, il revient. Il est entré il a joué les 20 dernières minutes ce soir, les 20 dernières minutes ou 25 dernières minutes ce week-end contre Everton en championnat. Il pourrait être titulaire là parce que le turnover va continuer un petit peu. Donc, mais il a l'air affûté, il a l'air bien. Guardiola a été dithyrambique hier en conférence de presse sur Cherki en disant c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu de toute ma carrière, techniquement parlant. Donc c'est bien. Il faut juste qu'ils reviennent de blessure. Mais voilà, très bonne soirée en tout pour City. Ils n'ont pas encaissé de but. Voilà, ils continuent leur chemin pour l'instant qui est plutôt bon. Ils sont invaincus en 9 rencontres maintenant. Ça c'est en train de se mettre en place. Ils ont retrouvé la confiance, ils ont du rythme. Donc c'est vraiment intéressant. Un mot de Villarreal, Edgar? Les clubs espagnols ont été dépassés par les clubs anglais ce soir, mais comme a dit Julien, il n'y a pas vraiment eu un moment dans le match où on a senti Villarreal capable de bouger cette équipe, même s'il y a eu une bonne réaction au deuxième. Je pense qu'ils sont trop gentils dans les deux surfaces, vraiment. Et comme a dit Julien, encore une fois, on n'a même pas l'impression que City est à fond la première période, et pourtant ils sont presque au-dessus au niveau de l'intensité. Donc j'étais un petit peu déçu de ça, et puis déçu de la paire de centraux ce soir. Foyth, Vega, c'est beaucoup trop gentil, encore une fois, avec les attaquants adverses. Quand tu joues des Haaland, des joueurs de ce calibre-là, tu peux pas te permettre d'arriver comme ça. Donc c'est l'apprentissage aussi de la Ligue des Champions pour eux, et ils l'ont payé cher ce soir. Il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire en jouant comme ça. Et puis Julien, pour finir, Mourinho qui en a pris une bonne à Newcastle, 3-0. Retour. Ouais, pourtant, il a bien commencé Benfica. Est-ce que Luque Bacchio. Pardon, vas-y. Grand retour de Mourinho là, Benfica là, c'est un triomphe pour l'instant. C'est vrai qu'ils ont perdu à Chelsea lors de la deuxième journée. Là, ils perdent à Newcastle 3-0. Ça aurait pu être plus que 3-0, même si encore une fois, ils ont bien commencé. Luque Bacchio avait un peu mis le feu sur son côté droit contre Dan Burn. Mais après, c'est vrai qu'une fois que Gordon met le premier but, après, ça a été cavalier seul quasiment pour Newcastle. Le deuxième but de Barnes sur une relance à la main de Pope en plus. Où Antonio Silva se trouve complètement, mais défensivement, ils sont à la rue totale. Comme ça, c'est un corner pour Benfica. Pop prend le ballon, il relance du bras loin jusqu'à la ligne médiane, et après Barnes avance tout seul et marque. Le troisième but, c'est un bijou collectif entre Gordon, Voltemade avec une petite talonnade pour le 1-2 et la balle de Gordon pour Barnes pour son deuxième but du match. Franchement, pour Newcastle, c'est bien. Coupure de courant. Normal, avec Julien, à un moment ou un autre, ça coupe forcément. On va conclure là-dessus. Le remplaçant habituel. Il revient. Julien, malheureusement, on n'a plus le temps. Merci, à demain.
Ciao. Non, pas de problème, les gars. À demain. À demain, Ciao, ciao. ça a coupé, désolé. Je signale quand même qu'il y a eu 230 supporters de Naples interpellés à Eindhoven. Il y a souvent des problèmes cette saison avec les supporters de Naples à l'extérieur. Et puis, on a reçu nos amis de Versailles il y a quelques jours. On apprend aujourd'hui que la Fédé ouvre une enquête contre Versailles, suite notamment à la situation qu'on avait racontée dans l'émission. Ah, oui. L'explication du directeur sportif de la façon dont il pouvait, comme on dit dans le milieu, sortir des joueurs. Oui, donc comme il a parlé ouvertement, en fait, ça se fait dans tous les clubs. On veut dire que ça se fait partout, mais eux, comme ils l'ont dit, ils vont être emmerdés. Franchement, je trouve ça un peu c'est grotesque cette un histoire. peu ridicule, en effet. Ouais.